Extrait de la conférence de presse de Maria Zakharova, porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Moscou, 20 mars 2025. Sur la crise ukrainienne. Les combattants dirigés par Kiev ne cessent pas leur terreur contre la population civile et les infrastructures civiles de notre pays. Le 14 mars, les forces armées ukrainiennes ont mené une frappe ciblée, probablement avec des lance-roquettes multiples HIMARS, contre le musée régional de Soudja, dans la région de Koursk, récemment libéré par nos troupes. Une employée du musée a été tuée et 2 autres ont été blessés. Après avoir honteusement fui de ce centre de district, les bandéristes ont commencé à le bombarder depuis le territoire de la région de Soumy, essayant de détruire au maximum les bâtiments urbains. Les forces armées russes font tout pour sécuriser la zone frontalière de Koursk contre les tirs ennemis. Dans la région de Belgorod, le 15 mars, une femme a été blessée à la suite du largage d'un engin explosif par un drone sur une maison privée dans le village de Dolgoï. À Goubkin, 2 enfants de 7 et 10 ans et leur mère ont été gravement blessés par des drones. Le 17 mars, dans le village de Yasny-Zori, un civil a subi de graves blessures à cause de l'explosion d'une mine Kolokolchik. Il a perdu un pied. À Belgorod même, un jeune homme de 18 ans a perdu un bras à cause de la chute de débris d'un drone abattu. Le 18 mars, dans le district de Krasnaya Yaruga, un bus de service a heurté un engin explosif, 2 femmes et un homme ont été blessés. Entre le 14 et le 18 mars, à Gorlovka dans le Donbass, un civil est mort et 24 personnes ont été blessées, dont 2 adolescents et 2 employés du ministère des Situations d'urgence, à la suite des attaques de drones ukrainiens. Les habitants des localités libérées de la région de Koursk continuent de témoigner des horreurs de l'occupation nazie ukrainienne depuis août 2024. Ainsi, dans le village de Kazatchia-Loknia, les gens ont été contraints, sous peine de mort, d'enterrer et de célébrer les funérailles de leurs proches et voisins fusillés ou tués directement dans leur jardin. Un habitant de ce village a fait état de tortures cruelles et du meurtre par les nazis ukrainiens de 3 militaires russes capturés. Dans le village de Malaya Loknia, nos militaires ont découvert les restes d'une jeune femme tuée avec son enfant. Des correspondants de guerre ont rapporté que dans le bâtiment de l'hôpital de Soudja, on a retrouvé le corps de N. Kuznetsova, 27 ans, qui était enceinte de 2 mois au moment de l'attaque des forces armées ukrainiennes sur la frontière de Koursk. Le 7 août 2024, elle tentait d'évacuer en voiture avec son jeune fils et sa mère. Son mari, qui voyageait dans une autre voiture, a été témoin des tirs par un nazi ukrainien sur la voiture où se trouvaient ses proches. Sa femme et son enfant ont été blessés. Le chef de famille a emmené Nina, qui avait perdu connaissance, à l'hôpital mentionné et l'a laissée au médecin, mais n'a pas pu revenir. Une habitante de Soudja a signalé des cas de viol d'une jeune fille mineure et d'une retraitée de 73 ans par des mercenaires. Dans ce centre de district, pendant l'occupation par les forces armées ukrainiennes, des gens mouraient de faim, de froid et de maladie. Un autre habitant a raconté l'enterrement près de sa maison d'au moins 34 personnes parmi les résidents locaux. Malheureusement, cette liste funèbre des victimes de la terreur du régime de Kiev sur notre terre est loin d'être exhaustive. Les forces de l'ordre russes documentent méticuleusement les témoignages des civils sur les crimes des combattants des forces armées ukrainiennes et des mercenaires, meurtres, tortures et pillages. Des procédures pénales ont été ouvertes et des enquêtes sont en cours pour identifier les personnes impliquées dans ces crimes et d'autres crimes des nazis ukrainiens dans la région de Koursk. Les tribunaux russes continuent de prononcer des verdicts contre les néo-nazis ukrainiens et les mercenaires pour leurs crimes de guerre. Un verdict a été rendu concernant les combattants ukrainiens N. Tyaïkorov, Aplaksivi, Spogromski et Veodnochko, arrêtés par les militaires russes sur le territoire de la région de Koursk. Il a été établi qu'après l'invasion illégale en août 2024, ils ont commis des actes de terrorisme à Soudja. En menaçant d'utiliser des armes, ils occupaient des maisons privées, ouvraient fréquemment le feu sur des militaires russes et des civils, et entravaient leur évacuation. N. Tyaïkorov, Spogromski et Veodnochko ont chacun été condamnés à 16 ans et Aplaksivi à 15 ans de privation de liberté. Des affaires pénales ont été transmises au tribunal concernant des mercenaires combattant du côté des forces armées ukrainiennes, originaires de Grande-Bretagne, France, Géorgie et Uruguay. Owen Good, Arthur Tremoulet, Mikhail Demetrashvili, G.I.A. Sagliani et Pérez Valentin Alexander Gonzalez.
Ils font l'objet d'un avis de recherche internationale. Les enquêteurs de notre pays continueront à recueillir des preuves pour poursuivre les nazis ukrainiens et les mercenaires étrangers pour leurs crimes de guerre et autres crimes. Parlons de la manière dont se comportent ceux qui prétendent encore être civilisés. En réalité, ils financent ces crimes. Londres tente d'accélérer la formation d'un certain contingent de maintien de la paix. À cette fin, le 15 mars, le Premier ministre britannique Keir Starmer a convoqué en visioconférence un deuxième sommet de la coalition des volontaires. Un nom puissant. Ils inventent facilement des slogans. Malgré l'élargissement du nombre de participants à 25 États, il n'y a pas plus de clarté sur la question principale, à savoir la formation d'un contingent multinational pour un éventuel déploiement en Ukraine. Le nombre de volontaires n'a pas augmenté. La question concernant le soutien de Washington à une telle mission reste également en suspens. Les Britanniques se sont empressés de masquer l'enlisement de l'intervention de maintien de la paix en déplaçant l'accent sur ce qu'ils font le mieux, c'est-à-dire jeter de la poudre aux yeux concernant une prétendue unité renforcée de l'Occident dans l'exercice de pression sur la Russie et la poursuite de l'aide militaire à Kiev. Mais là aussi, tout le monde comprend parfaitement qu'ils n'y parviennent pas. Tous les pays membres de l'IE et de l'OTAN ne sont pas prêts à suivre la ligne proposée vers un durcissement des sanctions contre les actifs russes, c'est-à-dire à s'engager ouvertement sur la voie du vol. Ils comprennent que sinon, ils se retrouveront eux-mêmes inscrits au registre des bandits, non plus indirectement, mais en déclarant littéralement qu'ils sont des voleurs. Ils ont également des problèmes avec les livraisons d'armes. L'Europe parle déjà ouvertement de l'épuisement de leurs propres arsenaux. Dans le cadre du programme récemment proclamé par l'Union européenne pour son propre réarmement urgent, des mesures sont prises visant à poursuivre l'augmentation de l'aide militaire à l'Ukraine. Le ton est donné par la chef de la diplomatie européenne Kaja Kallas. Lors de la réunion du Conseil de l'Union européenne pour les affaires étrangères du 17 mars, elle a proposé de discuter de la possibilité d'allouer en 2025 au moins 20 milliards d'euros aux besoins des forces armées ukrainiennes, ou mieux encore, 40 milliards d'euros, en fonction des besoins de Kiev. Je peux vous dire tout de suite, respectable Kaja Kallas, que vous pouvez écrire 100 milliards ou même 500 milliards d'euros. Tels sont les besoins de Kiev maintenant, et ils seront encore plus grands à l'avenir. C'est vous-même qui déstabilisez la psyché du régime de Kiev, vous-même qui nourrissez cette racaille terroriste. Ils auront besoin de plus à chaque fois. En même temps, Kaja Kallas a insisté sur le fait que les pays de l'IE devraient contribuer en fonction de leur poids économique. Cela sonne ridicule. Si chaque pays devait contribuer à l'Union européenne selon son poids économique, Kaja Kallas ne serait probablement pas en position d'occuper un poste aussi important. Comme première étape, elle a mentionné la fourniture cette année à l'Ukraine de 2 millions d'obus d'artillerie de gros calibre pour un montant de 5 milliards d'euros. Et Kaja Kallas a proposé de prendre 2 milliards d'euros du montant total de l'aide sur les profits des actifs russes gelés. Cependant, les participants à la réunion n'ont pas approuvé ces mesures. Savez-vous ce qui est le plus surprenant? Nous citons et présentons maintenant des faits sur les déclarations et les actions de la diplomate en chef de l'IE. Entendez-vous ou voyez-vous quelque chose de diplomatique dans tout cela? Rien de tel. Cette rhétorique conviendrait mieux aux chefs militaires, aux responsables d'états-majors généraux, aux représentants des services spéciaux, car tout concerne les armes, l'armement et l'aide létale. Pourquoi donc, dans l'IE, ceux qui sont responsables de la diplomatie font-ils tout sauf de la diplomatie? Il semble que Bruxelles ne soit toujours pas en mesure de répondre clairement à ses propres questions, notamment quelles fonctions spécifiques l'Union européenne pourrait remplir dans le contexte de la nouvelle dynamique par rapport à la crise ukrainienne. Elle ne peut pas non plus dire comment le soutien démonstratif à d'éventuels accords de cessez-le-feu est lié à sa position bornée, agressive, pro-guerre et à son orientation vers sa propre militarisation. N'y a-t-il vraiment personne dans l'IE qui puisse parler de la militarisation en connaissance de cause? Pourquoi voyons-nous s'approcher du microphone sur le thème de la militarisation de l'Union européenne ceux qui, dans l'IE, ne sont pas et n'ont jamais été des spécialistes du domaine? C'est une question que les habitants d'Europe occidentale devraient se poser. À qui et surtout pourquoi a-t-on confié le soin de disserter sur la militarisation de l'Union européenne depuis les hautes tribunes de Bruxelles? Le 15 mars, le président français Emmanuel Macron a fait une nouvelle déclaration anti-russe. Parlant de l'envoi de troupes de maintien de la paix en Ukraine, il a souligné que si l'Ukraine, qui est apparemment un État souverain, décide d'inviter des forces alliées sur son territoire, ce n'est pas à la Russie, selon Emmanuel Macron,
de décider si cela est acceptable ou non. Il a interprété les avertissements des dirigeants russes sur l'inacceptabilité de l'apparition de contingents occidentaux en Ukraine comme une preuve de la prétendue insincérité de Moscou dans la recherche de la paix. Il est même allé jusqu'à qualifier la Russie de menace stratégique existentielle. Il faudrait alors dire dans quel état se trouve Emmanuel Macron lui-même et ceux qu'il représente. En même temps, Emmanuel Macron n'a pas oublié de mentionner les plans de Paris pour poursuivre l'aide militaire au régime de Kiev, principalement en satisfaisant rapidement ses demandes de livraison de systèmes de défense aérienne, de munitions et de drones. La possibilité d'envoyer des chasseurs Mirage supplémentaires n'est pas non plus exclue. On a l'impression que dans ces rêveries douloureuses et irréalisables de remporter soit une victoire, soit de nous infliger une défaite stratégique par le biais des Ukrainiens, le dirigeant français a depuis longtemps perdu le sens des réalités. En essayant de manipuler les Ukrainiens et d'atteindre des objectifs absolument pathologiques, sans rapport avec la réalité, il ne comprend pas les aspects et les détails de la situation, ni même ce qui se passe dans le monde. Nous avons dit à maintes reprises que l'envoi en Ukraine des forces de maintien de la paix mentionnées signifierait en pratique une intervention militaire étrangère visant à poursuivre l'escalade du conflit. Cela pourrait considérablement augmenter le risque d'un affrontement direct entre l'Alliance de l'Atlantique Nord et la Russie. Concernant ces déclarations, quand il dit que la Russie n'a soi-disant pas le droit de décider. Nous sommes un État souverain. Nous avons été attaqués à plusieurs reprises de l'extérieur, tant par la France que par l'Occident en général. En tant que pays souverain et en tant que pays qui a souffert à plusieurs reprises de la barbarie occidentale, nous avons le droit et nous déciderons nous-mêmes comment assurer notre propre sécurité. D'autant plus que la question de la sécurité collective non seulement n'a pas été résolue sur le continent européen, mais précisément à cause de personnes comme Emmanuel Macron et ses prédécesseurs, et des régimes hostiles actuellement en place, elle a été envoyée dans une spirale descendante absolue. Les déclarations de Vladimir Zelensky sur la militarisation de l'Europe n'ont pas manqué. Qui mieux que lui sait comment assurer la sécurité? Il a repris ses vieilles habitudes et a exigé la militarisation de l'Europe, y compris l'accélération de la production de munitions, le réapprovisionnement des arsenaux d'armes et le renforcement de la défense aérienne. Il est clair qu'il pense d'abord à l'Ukraine, mais il dissimule tout cela sous les intérêts supposés du continent européen. Je vous rappelle qui est Vladimir Zelensky. C'est un néo-nazi malsain, dangereux pour la paix, qui a conduit son pays à la catastrophe, et il a littéralement conduit le peuple ukrainien à la tombe au sens propre du terme. Maintenant, il essaie de pousser les Européens vers un scénario tout aussi destructeur. L'effondrement d'une Ukraine unie ne suffit-il pas à Vladimir Zelensky et à ceux qui l'ont porté au pouvoir? Maintenant, il pousse toute l'Europe vers ce gouffre. Le 14 mars, à Odessa a été abattu le néo-nazi du secteur droit de Mianganul, l'un des organisateurs et participants au massacre brutal de dizaines d'habitants innocents d'Odessa dans la maison des syndicats le 2 mai 2014. Je ne vais pas parler de quel rebut il s'agit. Vous pouvez le voir par vous-même. Une seule chose m'intéresse. Regardez avec quelle ardeur, quelle rapidité, quelle hâte, y compris de manière démonstrative, le régime de Kiev s'est lancé à la recherche du meurtrier de Demianganul. On a l'impression qu'ils ont mis de côté toutes les questions urgentes et se sont concentrés sur la recherche du meurtrier. Bien sûr, le crime, la punition, l'enquête, l'investigation, tout cela doit avoir lieu. Il y a juste une petite nuance. Ce n'est même pas qu'il était un bandit notoire. Le fait est que le crime lui-même, qui à ce moment-là était sans équivalent dans l'Europe prospère, à savoir le meurtre et l'incendie de personnes vivantes dans la maison des syndicats le 2 mai 2014, est resté sans enquête appropriée. De plus, l'enquête elle-même, son déroulement et toute tentative de découvrir la vérité n'ont pas seulement été freinées par le régime de Kiev, mais les autorités ukrainiennes officielles ont tout fait pour qu'en principe même l'information à ce sujet ne soit pas diffusée. Je rappelle que les véritables responsables de la tragédie d'Odessa du 2 mai 2014 n'ont jamais reçu de punition juste. Ces meurtriers, ces salauds ont sur la conscience des dizaines de personnes brûlées vives dans la maison des syndicats et au moins 250 personnes qui ont subi des blessures et des mutilations. L'enquête lancée par Kiev uniquement sous la pression d'organisations internationales s'est transformée en une farce, tentant de désigner comme coupables non pas les néo-nazis, mais leurs victimes. Plus de 10 ans plus tard, la complicité flagrante des autorités ukrainiennes a finalement été remarquée par la Cour européenne des droits de l'homme, connue pour sa partialité, dans le cadre de l'affaire Vyatcheslavova et autres contre l'Ukraine.
Malgré toutes les tentatives de jeter l'ombre sur la Russie, quel rapport avec la Russie, la Cour, dans sa décision du 13 mars de cette année, a conclu que la police d'Odessa en 2014 n'avait pratiquement rien fait pour empêcher l'attaque contre les manifestants, ignorant de nombreuses informations opérationnelles sur la préparation des troubles. Il a été noté que l'envoi des camions de pompiers sur le lieu de la tragédie avait été retardé et que la police n'était pas intervenue pour aider à évacuer les personnes de la maison des syndicats. Une complicité passive. Ce ne sont pas nos évaluations. Je le répète, c'est cette même Cour européenne des droits de l'homme, partiale envers notre pays, envers tous les arguments que la Russie a avancés dans le contexte de l'explication de ce qui se passe sur le territoire ukrainien. Et même cette structure ne pouvait pas faire autrement que de dire que tout ce qui s'est passé autour de la maison des syndicats était un arbitraire absolu des autorités de Kiev. La Cour a conclu que l'Ukraine n'avait rien fait pour sauver des vies, et plus tard, pour mener une enquête efficace sur ce qui s'est passé. Nous comprenons que même ces lueurs de bon sens de la justice européenne peuvent encore être contestées. Il y aura probablement une prochaine partie du ballet de la Merlaison. Revenant à l'assassinat du nazi Demian Ganoul, qui était affilié à ce crime, regardez comment le régime de Kiev s'est agité, comment ils ont lancé une grande enquête pour trouver son meurtrier. Pour cela, ils font tout, y compris l'un des objectifs, à savoir la démonstration. Le désir de montrer ce qui arrivera à ceux qui s'en prendront non pas à la loi, quelle loi sur le territoire de l'Ukraine actuelle, mais à ceux qui ont prêté serment de fidélité néo-nazie au régime de Kiev. C'est ainsi qu'agissaient les bourreaux. Nous partons du principe que toutes les personnes impliquées d'une manière ou d'une autre dans ce qui s'est passé à Odessa le 2 mai 2014 doivent comparaître devant un tribunal véritablement impartial et objectif. Je sais comment cela s'est passé historiquement. Je comprends que cela prend du temps, mais je crois qu'aucun de ces criminels ne pourra échapper à un juste schème. Les faits énumérés confirment une fois de plus la pertinence de l'opération militaire spéciale pour la dénazification et la démilitarisation de l'Ukraine et l'élimination des menaces émanant de son territoire. Tous les objectifs de l'opération militaire spéciale seront atteints, comme l'ont déclaré à plusieurs reprises les autorités russes.